Bonsoir à tous, bienvenue sur cette petite émission spéciale de la Pnix ASMR. Non, plus sérieusement, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la Pnix, émission radio du Journal International. Et cette semaine, comme nous l'avons fait il y a quelques mois déjà, c'est une émission un peu spéciale que nous présentons avec Jade et que va animer la merveilleuse Agathe. Bonsoir. Donc Agathe qui nous présente à nouveau une émission Les Pieds dans le Plat, donc émission spéciale de la PNIX sur l'alimentation. Donc aujourd'hui, merci donc à vous d'être là, merci à vous pour cette petite émission spéciale. Merci également, merci également aux non présents, notamment à la permanence de l'ADA. Mais merci. Ça crache la soupe. Je m'égare et je pense que nous pouvons tout de suite ne plus perdre de temps et commencer avec cette première chronique, l'actu alimenté, où tu vas nous présenter les petits faits d'actualité en rapport avec l'alimentation. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et oui, exactement. Du coup, première actualité. On commence fort avec l'actu alimenté par une nouvelle crise en Afrique, bien sûr, comme d'habitude. Comme si depuis que la Chine avait pris les devants grâce au corona, le plus riche des continents n'avait trouvé que ce moyen pour attirer notre attention. Vraiment, on se demande. Enfin bon, comme le titre si bien le Courrier international, du Kenya au Soudan du Sud, des champs entiers ont été ravagés par quoi ? Des criquets. Mais peut-être la prophétie de Moïse, hein. Qui sait? Mais oui, des petits criquets. Alors, petit problème, cette partie d'Afrique connaissait déjà une crise humanitaire et environnementale. Donc, super sympa pour commencer l'année. L'année 2020, de toute façon, est une merveille jusqu'ici. Oui, meilleure année. On se rappelle de la chronique de Charlotte. Excellent. Toujours plus loin, évidemment, mais vraiment, l'Afrique, ils sont un peu dans la merde, si l'on peut dire. Des pluies, par exemple, ont contraint plus de 800 000 personnes à migrer. Le prix du riz a augmenté de 30%, alors que le riz, il faut quand même savoir que c'est l'alimentation de base en Afrique. Et maintenant, les criquets sont là. Super, on dirait un peu Terminator 2, mais au moins, ça fera un argument de plus pour commencer à manger des insectes. Alors, ces ravageurs, il faut le savoir, ont un vaste potentiel de destruction. Un essaim de criquets pèlerins d'1 km² peut manger la même quantité de nourriture en un jour que 35 000 personnes. Et puis, je vous laisse imaginer, s'il vous plaît, l'essaim de criquets d'1 km² qui vous arrive dessus, là, comme ça. C'est un tsunami, le truc. Putain, je ne veux même pas être devant ça. Bon, bref. En tout cas, la FAO a évalué à 76 millions de dollars l'aide nécessaire afin d'intensifier les efforts dans le contrôle de la propagation rapide du ravageur. Et le directeur général de la FAO a appelé à soutenir de toute urgence les efforts de lutte. À ce jour, plus de 18 millions de dollars ont permis de renforcer cette lutte. Deuxième actualité, toujours la FAO, premier sur l'actu, on dirait un putain de... Merde, peut-être que j'ai pas le droit de dire putain. Bah t'as déjà dit merde, donc bon... Oh shit, encore flûte. Le saviez-vous, le 10 février, c'était la journée internationale des légumineuses. Alors, un coucou à tous les gens de Lyon 2, tous les bobos. Les mangeurs de quinoa, plus sérieusement, voilà, effectivement, légumineuses, pois chiches, lentilles, tout ce que vous voulez, les petits légumes, le pois notamment, la fève, voilà. Le 7 février, le directeur général de la FAO encore en a profité pour montrer à quel point les légumineuses, c'était génial. Les légumineuses, en effet, représentent une belle pièce du puzzle, comme il l'a appelé, et non pas une belle pièce de viande. Ajoutant que cette culture offrait une grande variété d'arômes et pouvait s'adapter à des paysages multiples. Donc les légumineuses, c'est semences comestibles, des légumes plantes tels que, je vais pas le répéter, lentilles, pois chiches, pois bambara. Qu'est-ce donc ? Aucune idée, très bien. Ça vient de grésiller dans mon micro. Contiennent des quantités importantes de micronutriments, de fibres, de minéraux alimentaires et sont surtout une source importante de protéines végétales. Les viandards. Exactement, donc peut-être les légumineuses, une solution miracle pour nos problèmes
écologique et alimentaire futur. Ah, merci la FAO pour ce magnifique communiqué de presse. Allez, troisième actualité, l'agromafia. Enquête exclusive menée par les professionnels du courrier international sur la mafia italienne. J'avoue que je me suis tâtée à les accompagner, franchement. Mais j'ai regardé Gomorrah, et puis je me suis dit que Lyon, c'était bien aussi. Que voilà. Courage Fillon. Voilà, Lyon, c'est bien, tout compte fait. Toujours est-il que, saviez-vous que la mozzarella, cette perle d'été fondante et fraîche, est plus rentable pour la mafia italienne que la coke. Vous savez, la petite texture blanche, la farine, comme on l'appelle. J'avoue que parfois, moi-même, je confonds encore un peu les deux. Parce que quand les choses sont blanches aussi, tout se ressemble. Voilà. Bon, après, on va me traiter de discrimination anti-blanc. Ça va, calmez-vous, les blancs-bleus. Bon, voilà, ok. La mafia italienne s'est reconvertie dans l'agro-business ou l'agro-mafia. En passant par la mozza, la tomate, l'huile d'olive et je passe. Sinon, je vais commencer à apprendre l'accent italien sans le vouloir et ça va être très gênant. Dites-vous que leur chiffre d'affaires se monte à 24,5 milliards d'euros par an. Rien qu'en Italie. Moi qui cherchais une carrière dans l'agricole, tu vois, je pense que j'ai trouvé ma voie. Sans Après, aucun doute. Il y a un petit déficit d'image pour la mafia, quoi. Passer de De la coke à à la mozza. Oui, à la mozza, c'est tout de ouais. suite moins impressionnant. Moi, je vois tellement les gens, devant les écoles. Et psst, Tu veux de la mozza? tu veux la mozza, ouais. Je peux sous le manteau, regarde. Ça peut paraître un peu gênant aussi parce que du coup, c'est des petites boules blanches. Mais on va s'arrêter là. Ouais. Bon, on peut passer à la quatrième actualité, qui est une actualité qui est un peu plus inattendue. Parce qu'on va parler de Super Bowl. Super Bowl Super Bowl, qui a eu lieu en fin de semaine dernière et qui est un des événements sportifs les plus suivis au monde. Et aux États-Unis encore plus, puisque le football américain est le sport quasi numéro 1 aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Et donc le Super Bowl est lié un peu plus à l'alimentation que ce qu'on pourrait croire. Eh oui, bizarrement, tu vois, il faut savoir que les États-Unis ont décidé de faire un petit sondage. Est-ce que la nourriture est officiellement plus importante que le match en lui-même ? 56% des sondés ont dit que oui, la nourriture c'était plus important que le sport. Mhm. Il y a eu pas mal d'études parce que ça a été assez bouleversant. Du coup, ils se sont ensuite essayé de décider qui entre les chicken wings et les saucisses cocktail était le plus approprié. Et apparemment, c'est l'humble saucisse cocktail qui remporte la palme, loin devant les chicken wings. Mais il faut savoir qu'au-delà de ce qu'ils mangent durant le match ou durant leur petite soirée match de foot Super Bowl, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont pris des assurances. Des assurances, pourquoi, me demanderez-vous ? Pourquoi tout ces simplement. assurances ? Eh oui, voilà. Merci beaucoup Jade. Des assurances contre ce qu'on appelle le coup de l'avocat. C'est-à-dire quand on se tranche par un couteau ou une lacération, la main, tout simplement, parce qu'il y a à peu près 162 millions de livres, c'est-à-dire 70 000 tonnes d'avocats qui sont consommés lors de la finale. Sauf que le dérapage sur l'avocat et l'ouverture de l'avocat va très très vite. C'est un peu comme nous et les huîtres à Noël. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vraiment qui prennent des assurances pour si jamais ils se coupent la main quand ils épluchent leur avocat. Et comme ça, au moins, ils sont assurés. C'est plus simple de dépenser cet argent dans des cours de découpage d'avocats plutôt que dans les assurances tous les ans. Tout à fait. Ce sera un investissement à long terme beaucoup plus impressionnant. Oui, c'est vrai. Et puis comme ça, au moins, ils ne se retrouveraient pas avec une main en moins. Parce qu'après, c'est un peu compliqué, même pour les huîtres. Mais voilà, du coup, dernière petite fun fact de ce mois-ci. Merci Agathe pour ce tour du monde des actualités. On va maintenant passer à la prochaine chronique d'Agatha Poirot qui va mener l'enquête sur le racisme alimentaire. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Oui. Bon? Oui, mais Avec du veau? non, à base d'agneau plutôt, je crois. Il y a du poulet aussi. Il n'y a rien à base de veau avec des champignons, des pommes de terre? Je sais pas. Au revoir, monsieur. Bonne journée, monsieur. Eh oui, l'enquête d'Agatha Poirot. Il n'y en avait pas eu à l'émission dernière parce que faut le temps d'enquêter, écoutez, faut aller sur le terrain, faut tâter comme on dit. Et on va commencer fort, on va commencer dur, on va commencer par le racisme alimentaire. Et du coup, quand je vous dis apartheid, Shoah, colonialisme, ségrégation, Shintok, vous me dites
Répondez pas Blague tous en même temps. potentielle de mauvais goût. Oui. Bon, Mais encore. racisme, allez, Oui, soyons- très clairement. soyons fous. Les gens répondent racisme exactement de manière assez automatique, sauf Jade. Mais elle en même temps, Désolée. on va pas dire, mais elle est un peu bizarre. Et du coup, effectivement, à part Jade, il y a aussi peut-être ceux qui chantent encore en scred le bon temps des colonies sur leur douche et qui parlent des événements d'Algérie. Hein, Michel qui- Sardou, si tu nous entends. Big up. On sait que c'est un auditeur fidèle, Michel Sardou. de Phoenix. Effectivement, il avait retweeté la dernière émission. Enfin bon, du coup, à part eux, il y a peu de personnes qui ne disent pas racisme. Tout ça pour dire qu'Agatha Poirot a un peu voyagé ces dernières semaines, notamment à Paris et à Bruxelles. Oui, bon, ça va, je suis pas partie très loin. Le budget est dur ces temps-ci. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. Je suis d'accord. Surtout que j'ai eu l'occasion, et je dirais même la chance, de voyager dans les hauts lieux des institutions alimentaires parisiennes et européennes à Bruxelles. La première qui dit Bruxelles, je vous promets, je le tue. J'ai surtout pu observer dans son jus les débuts d'une réaction tout à fait raciste, je voulais dire française, à la crise de je vous le donne dans le mille, le coronavirus. Alors Le là, fameux. eh oui, tout le monde en parle. Vous vous demandez, mais pourquoi toi, Agatha Poirot, cette enquêtrice spécialisée dans les légumes et les animaux d'abattoir, s'intéresse-t-elle à ce virus ? Eh bien, pour une raison assez simple, en fait. Je dirais même élémentaire, Watson. L'arrivée du coronavirus en France a fait réémerger de manière significative un racisme ordinaire, qu'est le racisme alimentaire. Donc, quand j'ai demandé autour de moi si les gens pensaient que le racisme alimentaire existait, j'ai eu des réactions vraiment différentes. 24 personnes ont directement répondu oui, 4 personnes non, et 13 personnes se sont demandé de quoi je voulais parler. Bon, alors il y a aussi les 15 autres qui ont répondu D, la réponse D. Évidemment. Sachez que je vous vois et que je vous juge, mais ces 13 et 4 personnes qui se demandaient de quoi je parlais m'ont mis la puce à l'oreille ou même le puceron sur les rosiers. Donc, nous allons écouter 2 réactions, justement, de ces personnes qui étaient un peu dubitatives face à cette question. Pas qu'il y ait de racisme alimentaire, puisque je n'ai tout simplement personnellement jamais vu d'exemple d'une telle chose, ou en tout cas je n'ai jamais perçu comme tel. C'est-à-dire je ne connais pas un seul raciste qui se refuserait à manger un type de cuisine pour la seule raison que ce type de cuisine provient d'une culture qu'il n'aime pas. Concernant l'exemple des publicités Banania, je pense qu'on pourrait plutôt parler de racisme publicitaire, parce qu'en fait, c'est-à-dire le cacao n'est même pas originaire d'Afrique. Et puis l'alimentaire n'est pas le seul exemple de ce type de racisme. Il suffit de regarder certaines pubs de lessive pour comprendre ça assez rapidement. Donc, première interview et seconde interview. Bien sûr, les personnes sont anonymisées. Après, je vous en prie, vous pouvez toujours vous inscrire dans les commentaires, n'est-ce pas ? Ça nous fera plus de vues. Oui, oui, oui. En fait, le mot racisme appliqué à tout, ça m'agace en fait. C'est comme quand on parle de racisme anti-blanc, notamment, on pourrait avoir je sais que c'est polémique, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais c'est juste que en sciences sociales, d'un point de vue sociologique, ça n'existe pas, le racisme anti-blanc en particulier. On parle de discrimination, oui, mais pas de racisme. Et du coup, quand on parle de racisme alimentaire, eh bien, si c'est un racisme qui se manifeste à travers l'alimentation, oui, évidemment. Surtout que j'ai vu les photos auxquelles tu faisais référence juste après, c'est-à-dire Banania par exemple. Et oui, l'alimentation, c'est également un lieu d'expression de structures de pouvoir, dont celle de racisme. Mais quand j'ai lu l'expression racisme alimentaire, je me suis dit que si on l'entend comme la discrimination d'une alimentation majoritaire sur une autre, dans ce cas-là, on parle de discrimination. Pas besoin d'accoler le concept de racisme qui, lui, résonne avec une histoire d'oppression, avec une expérience sociale qui n'est pas juste individuelle ou au niveau microéconomique, mais aussi au niveau macro, collectif. Donc, je remercie fortement ces personnes de mon entourage pour avoir répondu si gentiment à mes questions que j'avais au préalable posées sur Insta. La vie, le sang, toi-même, tu sais. Du coup, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le racisme, au-delà du racisme alimentaire ? Quelqu'un m'a dit, et je le trouve très pertinent, on sait toujours où ça commence, mais jamais où ça s'arrête. Le racisme, c'est de l'opinion, de la subjectivité. Même les politologues sont d'accord sur le fait de ne pas être d'accord sur la véritable définition du racisme.
Mais on pourrait résumer ça comme la valorisation généralisée et définitive de différences biologiques réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier une agression. Et en ça, je cite la définition de l'encyclopédie universelle. Et le racisme alimentaire, du coup, dans tout ça, en réalité, la notion n'existe même pas, au sens où seulement 2 auteurs reconnus se sont pour l'instant penchés sur la question. La notion de racisme alimentaire ou gastronomique est étudiée par Gillian Cavano. Dans son ouvrage « Il y a kebab et kebab ». Je vous invite fortement à aller le lire. Il explique que la nourriture est un signifiant très marqué et puissant du global et du local. Elle est intégrée dans des débats locaux, nationaux et globaux sur l'évaluation qui est faite des gens, des choses, des pratiques et des valeurs toujours en mouvement. Elle sert en l'occurrence de symbole d'appartenance au groupe et agit comme métonymie de la valeur attribuée aux gens, aux choses, aux pratiques et aux valeurs toujours transformées. Métonymie, n'hésitez pas à aller checker la définition sur Internet. L'image essentialiste d'une alimentation nationale et ethnique qui aurait existé depuis des temps immémoriaux fait partie intégrante de cette vision des choses. Et ça, c'est Elstowski, 2003, qui le dit. Cavano montre que par nourriture interposée, il est possible de critiquer et de rejeter l'autre et de pratiquer ce qui a été appelé le racisme gastronomique. Et là, ce sont des phrases que je cite de l'ouvrage La glocalisation alimentaire de 2013 de Jourdan et Riley. Du coup, maintenant, en fait, avec ces nouvelles informations et aussi ce qu'on en pensait, certaines des personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer, oui, mes chers acolytes, vous en pensez quoi, vous ? Du racisme alimentaire ? Non, du À ton avis ? Failli lancer un petit connard. Je pense que des fois on associe un peu les gens en fonction de leur origine à ce qu'ils peuvent manger. Par exemple, on s'imagine que, je sais pas, on a eu le débat avant l'émission, mais on en a parlé avant l'émission, que les Chinois mangent du riz et des sushis, alors qu'en plus les sushis sont même pas chinois. Absolument, que oui. les personnes asiatiques mangent des choses qui viennent de restaurants asiatiques, alors qu'au final, genre c'est pas parce que nous on est français qu'on mange de la poule au pot et du bœuf bourguignon à tous les repas, quoi. Et c'est pareil pour les gens qui ont des origines, je sais pas, turques, ils mangent pas des kebabs à tous les repas. Et des fois, on a un peu l'impression que dans tel ou tel restaurant, on va retrouver telle ou telle personne de telle origine. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Et je trouve que c'est un domaine un peu niche dont on parle pas beaucoup, mais il y a des stigmatisations peut-être qui sont pas forcément voulues pour être méchantes, pour être stigmatisantes, Ouais. mais qu'on exprime de manière pas forcément consciente et qui peuvent être blessantes ou juste clichés en fait quand on prend le temps de vérifier. Voilà, donc pour toi, ça existe le racisme alimentaire. Ouais, clairement. Je pense que oui. Forcément, c'est intégré dans la notion plus large du racisme, ça, comme tout, puisque le racisme se voit à travers plusieurs choses. Mais du coup, oui, pour toi, il y a vraiment un racisme alimentaire qui mériterait peut-être d'être un peu plus développé, peut-être plus étudié. Bah ouais, et puis sortir peut-être des clichés de. En effet, on parlait dans les interviews, tu parlais de Banania et tout ça, et Ouais. peut-être plus développé que les clichés genre. Je sais pas, les alimentations, genre des trucs hyper racistes mais qui sont ouvertement racistes, donc on sait très bien que c'est à combattre, genre les clichés sur les noirs qui mangent des bananes, des trucs comme ça, et c'est au énième degré, et forcément c'est condamnable, mais c'est des trucs plus insidieux, je pense qu'on voit un peu moins. Et après, je sais pas comment combattre des choses comme ça. Genre, Ouais, c'est assez compliqué, de toute façon. Par exemple, dans les supermarchés, les nourritures dites exotiques qui sont mises dans des rayons spéciaux aussi. Et j'ai lu un truc tout à l'heure comme quoi elles étaient au fond des magasins pour pas mélanger les populations à la base aux États-Unis. Sérieux ? Ouais. Purée, ça, j'avais même pas. J'ai fait beaucoup de recherches et ça, je l'avais pas vu, tu vois. Bah voilà. Mais il y a un peu la même problématique où c'est une enseigne, je dirais pas le nom, parce que en fait, je m'en souviens plus, qui a été épinglée parce qu'elle vendait des nems, qui est une spécialité vietnamienne. Et en packaging, il y avait écrit spécialité chinoise. Et il y avait une photo d'une tenue traditionnelle coréenne. Ce mélange de cultures. Donc voilà, c'est un peu ça. Wow. Imaginez-vous, je sais pas, des spaghettis bolognaises où il y a écrit spécialité française avec une tenue, je sais pas moi, traditionnelle. Écossaise. Ouais, écossaise, Allez. tu vois, ou irlandaise, parce que tu vois. Ça Après, ressemble à quoi une tenue traditionnelle écossaise? un kilt. Bah oui, Ah oui, le kilt. Bien sûr, avec quelqu'un au kilt qui joue de la cornemuse. Non mais je suis fatiguée, ok. Mais du coup, si je peux rebondir sur ce que disait Jade, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre aussi que les discriminations et le racisme, souvent, ça part de l'inculture des gens et du manque de connaissances des gens sur Et puis la peur aussi. culture étrangère. Oui. Et la peur aussi, exactement. Ouais. Bah, c'est vrai que de toute manière, de base, le racisme, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que
si on monte très très loin, donc par exemple à l'époque des Homo sapiens, tout ce qui n'était pas comme nous était susceptible de nous vouloir du mal. Donc c'est vraiment une réaction en fait animale et reptilienne de notre cerveau que d'avoir peur de ce qui nous ressemble pas, entre guillemets, quels que soient les critères de ressemblance, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, si je peux juste redire un truc là-dessus, par rapport à ce que tu disais, c'est que par exemple, quand on mange dans un restaurant qui n'est pas typique, genre cuisine française ou cuisine gastronomique traditionnelle, on a tendance à questionner l'hygiène des choses qu'on mange. Genre par exemple, dans les restaurants chinois, la première chose qu'on se pose, ou même dans les kebabs, des choses comme ça, la première question qu'on se pose, c'est pas est-ce que c'est bon, c'est est-ce que ça te paraît sale, le restaurant. Et je vois pas pourquoi des cuisiniers japonais ou chinois seraient forcément plus sales que les cuisiniers français. Oui, au sens où des fois même ils ont des pratiques culinaires, des manières de cuisiner qui sont pas les mêmes que les nôtres, et on les considère comme inappropriées ou sales. Et une fois de plus, c'est un manque juste de connaissances et de culture en fait. C'est juger ce qu'on connaît pas et appliquer une étiquette négative à ce qu'on connaît pas. C'est vrai. Et puis pour repartir aussi sur la question un peu des restaurants, on dit souvent ouais, je vais aller manger asiatique. Et ça aussi, j'avais posé la question sur Instagram, est-ce que vous mangez asiatique ? Et c'était un peu une question tricky. Parce que je m'attendais à ce que des personnes me disent mais ça veut dire quoi manger asiatique ? Parce que est-ce qu'on dit je vais aller manger européen ? On dit je vais manger africain. Mais est-ce qu'on dit je vais manger européen ? Et ça aussi, au final, c'est une partie du racisme parce qu'on globalise et on fait en sorte que tout le monde se ressemble. Alors que c'est pas le cas du tout. De toute façon, c'est ce qui revient souvent aussi. Par exemple, non, mais de toute manière, les Noirs, ils se ressemblent tous. Et c'est pareil. Enfin, il y a vraiment des personnes qui considèrent que l'Afrique, c'est un pays et pas un continent. J'ai eu des personnes à Québec, je citerai pas, mais à Québec, où vraiment, ils savaient pas la différence. Du coup, entre la Chine et l'Afrique, lequel est un pays, lequel est un continent Voilà, c'était un peu gênant. Mais ça pose vraiment de questions. Pareil, j'ai aussi une petite anecdote. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec une personne qui avait eu la chance de faire un voyage au Sénégal. Et elle me parlait d'à quel point c'était beau, d'à quel point, pour vraiment comprendre ce qu'elle racontait, il fallait le vivre, etc. Et j'étais contente parce que je voyais une personne qui parlait de manière hyper objective et hyper neutre d'un voyage qu'elle avait fait au Sénégal, et je trouvais ça vraiment cool. Jusqu'à ce qu'elle arrive à... Par contre, il y avait un point négatif, c'est que je les ai trouvés sales, quoi. Donc là, à tout moment, je m'attendais à ce qu'elle me sorte. Non, parce que pour qu'ils soient aussi noirs, c'est parce qu'ils se lavent pas. Ouh là là. Heureusement, elle me l'a pas dit, mais elle m'a sorti un petit... Franchement, la maison, tu rentres, c'est propre. Par contre, tu vas dans la cuisine, les femmes font à manger par terre. Et là, ça m'a choquée parce que, encore une fois, là, on en revient à ce que tu dis, c'est les personnes qui ne connaissent pas et qui, du coup, en fait, forcément, vont considérer ça comme sale. Alors que j'ai envie de dire, mais dans votre cuisine, à mon avis, il est nié à bactéries que vous traînez. Par exemple, l'éponge sur le lavabo. Oui, l'éponge, on n'en parle pas assez. Mais voilà, du coup, c'est vraiment effectivement un jugement hâtif de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on considère comme sale, comme crade. Et ça, c'est du racisme. D'autres commentaires peut-être Non, j'allais parler de l'histoire de la chauve-souris avec le coronavirus, mais je vois que tu en parles après, donc je te laisse... Tu vas pas spoiler. Ah oui, la chauve-souris, bien sûr. Maintenant, appliquons ce raisonnement de pensée au cas du coronavirus. Merci Titouan. Depuis 2 semaines, une vidéo circule sur Twitter où l'on voit une journaliste chinoise manger une soupe à la chauve-souris. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça ? Donc moi je suis beaucoup sur Twitter et que j'avais vu des réactions en mode faut pas s'étonner qu'ils aient le coronavirus, oui, vous avez vu les trucs dégueulasses qu'ils mangent. Sur Instagram aussi. Sur Insta aussi, ouais. Ça a et avec tourné, plein de vidéos genre je sais plus, de Chinois qui mangent des coquillages, des trucs bizarres comme ça en mode... Des trucs surtout vivants aussi, j'ai vu. Faut pas s'étonner, machin, parce que genre je sais plus, c'est en Corée je crois qu'ils mangent... Il y a un truc de manger des petits poulpes en fait vivants comme ça. Ah ouais, oui, pareil, quand en fait, ça a été l'occasion de ressortir des tonnes et des tonnes de vidéos de trucs mais enfin de on la en même revient manière que toujours à la même chose. Je suppose que quand les Chinois, parce qu'on parle des Chinois avec la chauve-souris, nous voient manger des escargots ou des grenouilles, je suis pas sûr qu'ils se disent non plus qu'on est les personnes les plus propres du monde. Enfin, je veux dire, moi personnellement, que ce soit la chauve-souris ou l'escargot, ah oui, mais par exemple, il y a la comparaison est hyper propre. Par exemple, pour se défendre, les Français disaient ouais, mais nous c'est cuit, donc c'est pas pareil. Oui, mais elle était pas crue, la chauve-souris là. Bah ouais, non, mais c'est ça. Dans une soupe, merde. Non, mais c'est sûr. Enfin, comme tu l'as dit, les réactions de dégoût, en fait, elles n'ont pas tardé à déferler, quoi. Qui aujourd'hui oserait manger de la chauve-souris dans un pays civilisé ? Parce que vraiment, je pense que la notion, en fait, elle est là. C'est ces gens, ils mangent des trucs et c'est pas civilisé. Alors que eux, c'est vrai, quand on y pense, quand ils nous regardent manger des escargots, je pense qu'ils se disent la même chose.
avec toutes les maladies que ces bêtes véhiculent. Les chauves-souris, bouh, dégueulasse. Alors déjà, premièrement, j'ai envie de rétablir la vérité sur cette vidéo. Cette vidéo n'a pas été tournée dans le Wuhan, mais dans une île de la République des Palaos, dans le Pacifique. Donc ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et 2, de nouvelles recherches tendraient à se diriger vers le pangolin comme premier vecteur du virus. Donc effectivement, après on peut toujours se poser la question du est-ce que c'est bien de manger du pangolin, parce que c'est vrai que ça touche un peu l'écosystème, mais encore une fois, on n'est personne pour juger, ils font ce qu'ils veulent. On pourra peut-être en reparler dans une prochaine émission d'impact écologique, de ce qu'on mange. On n'y échappera pas d'ailleurs. Mais voilà. Maintenant que ceci est dit, il faut bien aussi remettre les choses en contexte. Comme tu l'as dit, Titouan, nous on mange des escargots, ça pourrait paraître tout aussi dégueulasse. Tu manges des trucs plein d'additifs, ça nous choque pas quoi. Aussi, grave. Au final, on mange tellement de merde sans s'en rendre compte parce que c'est considéré comme propre, parce que c'est chimique, parce que c'est fait dans des laboratoires de. Enfin, bref. Me laissez pas là-dedans, sinon je ne reviens plus jamais. Revenons à ce que je voulais dire. C'est qu'il y a eu une crise sanitaire majeure, à peu près de la même ampleur, si ce n'est plus, entre 90 et 2000. La vache folle. Son origine, l'Angleterre. L'aliment vecteur, la viande bovine. La vache, vache folle. Je pense que c'était correct pour tout le monde. Et pour les végétariens, voilà, on fait pas de discrimination. Ou les personnes qui ne mangent pas de viande ou de bœuf, je ne juge pas. Sachez que la bactérie Escherichia coli est contenue dans les graines germées. Donc là, je dis bien bactérie, parce que du coup, ce n'est pas le même moyen de transmission que le virus. Mais comme quoi, en fait, personne n'est à l'abri, quel que soit son régime alimentaire, et surtout, au final, quelle que soit son origine. Et je pense que ce qui est vraiment important, là, et ce qu'on a vu remonter en flèche, en tout cas, moi, j'ai entendu puis même, j'ai vu aussi des réponses où les personnes, depuis le coronavirus, ne vont plus manger dans les restaurants asiatiques, parce qu'elles n'ont plus confiance. Et il faut savoir aussi que, parce que j'ai eu la chance de le visiter, du coup, vendredi dernier, le marché de Rungis, qui est le premier pôle de vente de gros en Europe, va être fermé à cause du corona pour des raisons sanitaires. Donc la France a décidé de fermer le marché de Rungis, non pas parce que la nourriture est un vecteur du corona, absolument pas, parce que ça se passe de personne à personne. Mais tout simplement pour faire bonne figure, en fait, parce que c'est un plan sanitaire gros, quoi. Sauf que du coup, après, si les personnes n'ont pas toute l'information, ce qu'elles voient, c'est on ferme le marché de Rungis à la visite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coronavirus, ça peut se passer par l'alimentation. Et après, en fait, ça alimente totalement les idées qu'on se fait, quoi. Sympa comme jeu de mots. J'y avais même pas pensé. Mais ça alimente toutes les idées qu'on se fait derrière, quoi. Puis il y a vraiment cette question de... Puis cette question de... ces personnes, elles sont pas civilisées, elles mangent des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger, quoi. C'est dégueulasse, etc. Alors que un autre exemple, par exemple, merci. En France, on mange du bouquetin. Donc, c'est pas banal. Les escargots non plus. Personnellement, j'en ai jamais mangé. Et Dieu sait que j'en mangerai jamais. Mais non, je veux même pas goûter. C'est même pas la peine. Un peu d'ouverture sur la culture française. Voilà, c'est ça. La fille qui a ouvert sur tout, mais pas sur sa propre gastronomie, tu vois. Enfin, bref. Donc, on mange du bouquetin. Et il faut savoir que sur une montagne qui s'appelle la montagne du Bargy dans les Alpes, le bouquetin a la brucellose et c'est une maladie, donc virus ou bactérie, je ne sais pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et cette maladie en fait se transmet à l'homme. Donc ça pose exactement les mêmes problèmes en fait. Encore une fois, quoi, des personnes qui vont aller chasser, vont manger du gibier. Et du coup, vont manger du bouquetin qui va avoir la brucellose. Après, c'est connu des chasseurs de la région, parce qu'on en a fait pas mal de communication là-dessus. Mais au final, il y a exactement les mêmes questions qui se posent partout, en fait. Et du coup, il faut bien se rendre compte que si ça nous touche autant, c'est parce que c'est du racisme, et pas parce que c'est une peur normale, parce que oui, mais ça pourrait être le cas. Non, c'est juste du racisme, parce que en France, on peut avoir le même problème, comme on l'a eu avec la vache bovine. La vache folle, ou c'est bouquetin avec la brucellose. Et je pense, du coup, pour terminer, il y a un superbe article dans le Courrier international sur ça. Ça s'appelle « Racisme, virus de Wuhan, il ne faut pas blâmer les habitudes alimentaires chinoises ». Et ça a été publié le 29 janvier. Je vous invite à aller le lire. Merci sur cette référence, donc on peut
peut finir cette chronique sur le racisme alimentaire. Mais qui dit fin de chronique ne dit pas forcément fin de sujet polémique. Ah, Pour ça Agathe, qui, Je me suis chauffée. dans sa grande perspective d'aller agacer tout le monde cette semaine, Fight, va nous parler corps à corps. va nous parler religion. Donc même à travers l'alimentation, elle trouve le moyen. Merci Agathe de nous attirer des ennuis. De rien. Mais, Toujours là. Mais avec toi, on a quand même confiance en le fait que ce sera une magnifique chronique. Inch'Allah. La cervoise d'Astérix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient et grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Les sangliers d'Obélix. Et oui, du coup, cette semaine dans Manger, c'est une religion, je vais continuer dans ma lancée anti-racisme provocante à souhait et contrairement à la dernière fois, j'appelle même au débat. Bon, constructif bien évidemment, s'il vous plaît, merci. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de l'alimentation dans 2 religions qui font débat. À votre avis? Le bouddhisme. Exactement. Le taoïsme. Pas du tout, hein. La religion musulmane et la religion juive. Avant toute chose, je suis personnellement agnostique. Oui, agnostique, qu'est-ce que c'est? Voilà. Me saoulez pas, allez regarder sur un dictionnaire. Hein. Ensuite, je tiens à dire que je ne me considère nullement comme une spécialiste de la question. Par contre, pour écrire cette chronique, j'ai bien sûr fait mes recherches et j'en ai notamment discuté avec des amis, qui eux pratiquent ou connaissent la religion musulmane, surtout. Maintenant, si des personnes juives veulent devenir mes amis, je vous paye le café, hein, n'hésitez pas. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ces 2 religions en même temps? Eh ben, pour moi, ce choix, en fait, il a été assez simple, parce que par beaucoup d'aspects, la relation que ces 2 religions ont avec l'alimentation, en fait, ça se ressemble beaucoup. Et je dis juste la relation qu'elles ont avec l'alimentation. Je ne me permettrai jamais de dire que la religion juive, c'est la même chose que la religion musulmane. On a bien compris. Nous sommes d'accord. Mais, comme je disais, l'alimentation, tellement de points en commun, ça donnerait presque envie d'organiser un grand repas à Gaza, mais je crois que je m'égare. Politiquement correct, revenons-en aux faits. Le Coran et la Torah reprennent donc majoritairement les mêmes relations à l'alimentation, ce qui passe notamment par l'interdiction alimentaire. Les 2 ont 4 prohibitions fondamentales. L'animal mort, le sang, le porc et tout ce qui n'a pas été abattu au nom de Dieu. Bien sûr, il y a là encore des différences, c'est une évidence. Le Coran ne parle jamais d'interdiction de manger d'animaux vivants dans la mer. Mais par contre, il sera plus précis dans les distinctions qu'il fait des nourritures halal, donc licite, haram, illicite, muhab, permis, et makruh, réprouvable et répugnante. Alors je suis désolée par avance pour l'accent. Déjà, t'as fait un petit effort. Voilà, c'est ça. J'ai demandé à une amie de bien me coacher. Amina, si tu m'entends, je l'ai fait pour toi. Et ensuite, la cacheroute juive insiste quant à elle sur le choix d'animaux défendus notamment et leur mode d'abattage. Bon, par contre, pour tout ce qui est accent juif, comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'amis. Donc voilà. On fera la passe sur ça. Voilà, c'est ça. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que dit la cacheroute? Elle dit que la viande doit provenir d'un animal ayant le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. On dirait un peu qu'il faudrait limite que ce soit le diable en personne. Mais non, pas du tout. L'animal doit aussi être abattu de manière rituelle. Il est interdit de mélanger la viande et le lait, car le lait symbolise la vie, alors que la viande symbolise la mort, etc., etc. Donc c'est vraiment très symbolique, très rituel. C'est une tradition religieuse. Maintenant, les questions que l'on peut se poser, en fait, sont le pourquoi et le comment. On peut lire dans les textes sacrés beaucoup d'explications concernant ces habitudes. Le Talmud explique que l'homme ne doit pas consommer de sang, donc le Talmud juif ne doit pas consommer de sang, car cela le ramènerait à son instinct primaire animal de consommer de la chair fraîche, qui se rapprocherait du cannibalisme. Alors que, concernant le porc, bien que celui-ci soit considéré comme un animal malpropre et souillé qui se nourrit de restes, le Coran dit
Celui qui, en période de disette, aura contrevenu à ce qui précède par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Dieu est clément et miséricordieux. Et là, je cite la sourate 5, verset 3. Un anthropologue américain a décidé de découvrir s'il existait des explications matérielles, rationnelles, en dehors de celles spirituelles, du coup, à ces interdictions. L'interdiction du porc chez les musulmans et les juifs serait donc explicable par plusieurs facteurs. Le cochon ne donne pas de lait, il ne tire pas de charrue, il ne peut pas être monté, pas beaucoup d'avantages. Il sert à rien. Il sert à rien. Même si tout est bon dans le cochon, comme dirait Cochonou, il sert pas à grand-chose à part être mangé. Contrairement au bœuf, ou aux chèvres, ou aux poules. Et du coup, ça fait pas beaucoup d'avantages pour beaucoup d'inconvénients. Parce qu'en fait, les cochons, ce sont des espèces qu'on doit élever dans des forêts près de points d'eau. C'est-à-dire à l'inverse de la géographie ou de la typographie du Moyen-Orient. Hein, vraiment. Voilà, désert, forêt, rien à voir. Et en plus, non content de prendre toute l'eau et l'ombre, le porc, contrairement à la chèvre, par exemple, qui est souvent retrouvée dans l'Atlas, qui est le mont en Algérie, etc., le porc ne peut pas être nourri avec des aliments qui sont trop fibreux et du coup, il pioche dans les réserves de céréales qui pourraient être destinées à la consommation humaine. Pas très copains, les cochons. Oui, merci d'avoir rigolé. Parce que copains comme cochon, tout ça. On avait compris la blague, tu sais, copains comme cochon. T'avais compris, dis-toi. Et là, il va me dire... Il y a un océan d'humour qui se là, livre à bientôt, moi. il va me sortir. Non, mais c'est bon, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc pourquoi est-ce que je rigolerais avec toi? On va s'arrêter là, peut-être. Enchaînons. Du coup, au-delà de toute la partie interdiction et blague nulle, il y a aussi la partie rituelle de l'acte d'abattage à la célébration religieuse par le jeûne. Le jeûne est vu par chaque religion comme une commémoration d'un acte fondateur de leur religion. Et d'ailleurs, le jeûne se retrouve aussi dans la religion chrétienne. Et c'est aussi vu comme un passage de purification spirituelle annuelle. Les rites d'abattage sont généralement liés, encore une fois, à la distinction primaire que la religion érige entre l'homme et l'animal. Ainsi, la cacheroute juive impose un abattage proche de la derbiha musulmane, consistant au tranchage de la gorge et de l'œsophage de l'animal dans une optique de l'abattre humainement. Encore une fois, Amina, si tu m'entends... Gros big up. Exactement. Et là, je vais citer du coup la cacheroute. Si la loi a eu égard à ces douleurs de l'âme quand il s'agit de quadrupèdes et d'oiseaux, qu'en sera-t-il à l'égard de tous les individus du genre humain ? Guide des égarés, 3e partie, chapitre... Waouh, c'est des chiffres romains, je vais pas le dire. J'ai peur qu'en disant ça, du coup, qu'en disant que l'abattage rituel juif et musulman sont pour le bien-être animal, j'ai peur que mes amis de l'école vétérinaire ne soient en train d'éternuer très, très, très fort. Car avec les nouvelles technologies d'abattage, il y en a beaucoup. Et je dis pas que j'en fais partie, parce qu'ici, on est surtout là, même si c'est pour amener le débat, on est ici pour être objectif. Donc il y a beaucoup de vétérinaires aujourd'hui qui considèrent que ce mode rituel d'abattage est totalement contraire au principe du bien-être animal. Car, oui. Plutôt que l'abattage intensif ? Non, plutôt que l'abattage, notamment en assommant en fait l'animal. Parce que durant l'abattage, l'animal doit être vivant. Et du coup, on lui tranche la gorge. Pour le vider de son sang, non ? Exactement. Ouais, alors que dans l'abattage plus classique, on va dire, on va d'abord l'assommer avant de lui trancher la gorge. Bon, en principe. Aussi parce qu'on voit des vidéos dans les abattoirs. Oui, ça marche pas toujours. Non, on mais est bien juste... d'accord. Mais en tout cas, les vétérinaires, j'ai pu du coup en parler avec certains vétos, puisque j'ai l'occasion de beaucoup les côtoyer grâce à mes études. Et c'est vrai que les vétérinaires, ils me disent non, mais ça se voit. En fait, on voit vraiment la différence quand même entre un animal qui se fait assommer en fait avant. Parce que déjà on l'entend pas crier quoi. Tout simplement. Juste pour les conditions de travail des gens qui sont dans les abattoirs quoi. Aussi bien sûr, mais généralement si l'animal tu l'entends pas crier, c'est parce que il est pas forcément conscient aussi. Après je dis pas que ça marche à tous les coups, loin de là. D'ailleurs je suis moi-même végétarienne, donc c'est bien par principe. On renvoie aux vidéos d'L240. Hein. Exactement. Et L240. L240 C'est pas L214 ou L314. L214. C'est pas grave. Les gens. Un chiffre ouais, c'est ça. Ça va. Un chiffre romain.
les personnes vraiment bien renseignées. Du coup, voilà, je pense que j'en ai terminé avec ma chronique. Donc, si vous avez... On va passer à la chronique suivante, du coup. C'est surtout, si vous avez des réactions, n'hésitez pas en Ok. commentaire. Titouan. Ah, ok. Ouais, Titouan, peut-être si tu veux réagir, c'est ça. Tu fermes ta gueule, fais-le en commentaire, ok. Encore une fois, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité. Ouais, c'est bien pour le référencement. On va passer à la chronique suivante s'intitulant De manière subtile, Tour du monde en 80 recettes, titre assez explicite, n'ayant a priori pas besoin d'explication. Et pour cette émission, le Portugal laisse sa place au Japon. Et ouais, du coup, cette semaine, ce sera le Japon et non pas la Chine, son voisin, qui sera à l'honneur. Et je me suis dit, Jade, que ce serait sympa de commencer en te posant une question. Parce que pose-moi une question. J'ai vu que dans mon petit questionnaire où je te demandais, lorsque vous mangez asiatique, vous mangez plutôt thaïlandais, vietnamien, chinois ou japonais, tu avais répondu que tu mangeais japonais. Exact. Qu'est-ce que tu manges? Quand c'est le copain qui invite, bien sûr. Parce Évidemment. Faut s'endetter. Super le féminisme. Eh bien, un classique sushi, maki et California Rolls. Hein. D'accord, ok, sympa. Dans le classique, du coup. Bah oui, peut-être pas très original, du coup. Ok, tout ça pour vous demander, est-ce que vous connaissez l'histoire historique? Merci Agathe, encore une fois, du sushi. Absolument pas. Pas le moins du monde. Le plus grand corps de métier au Japon, en tout cas dans l'ancien temps, c'était les pêcheurs. Et les pêcheurs, quand ils allaient en mer, et ben en fait, pour des raisons de praticité, ils prenaient quelque chose à manger le plus pratique possible, c'est-à-dire le riz. Grosse boule de riz, mais quand je dis grosse, c'est genre la taille de la main là, donc loin des petits sushis de la main de qu'on Titouan, a. du coup. Gros galet de riz surmonté de tout le filet de poisson et ils gobaient ça comme ça, et le filet de poisson était cru. Et c'était ce qu'il y avait de plus pratique et surtout de plus bourratif. Ouais, tu m'étonnes. Si, dans le sens pas du tout péjoratif. Oui, ça remplit le ventre, c'est le principe, quoi. Exactement. Grâce au riz et grâce au poisson. En plus, c'était complet, tout pour plaire, génial. Il y avait le sel aussi qu'il fallait. Donc vraiment top. Et en fait, ça vient juste de là. C'était un peu leur sandwich à eux. C'est juste ouais, non, j'allais dire par flemme, mais... Par flemme. Non, par raison pratique. Oui, quoi. par plus praticité que flemme, effectivement. Un non, peu après, comme c'est pas nous, très notre compliqué. baguette jambon beurre, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement, ouais. Donc on peut vraiment se rendre compte en fait de l'importance du riz dans la culture japonaise quand on sait que le riz qui se dit gohan en japonais, donc wahei si tu m'écoutes, j'espère que je l'ai bien prononcé, ça veut aussi dire repas. Donc je pense que quand on a dit ça, ça veut tout dire. Et on peut aussi voir qu'en japonais en fait il y a deux alphabets. Donc l'alphabet écrit en katakana et hiragana et l'alphabet écrit en kanji et non pas Kenji Girac, n'est-ce pas? Oui, oui. Giritanos. Bon, allez, passons. De toute manière, vous pourrez retrouver ça très rapidement dans le prochain Best of de la Pnix et des moments drôles. Parce que si vous saviez, putain, à quel point on pète des Qu'est-ce qu'on câbles. se marre, quoi. Qu'est-ce qu'on rigole entre nous. Donc du coup, pour revenir sur les deux alphabets de manière un tout petit peu plus sérieuse, c'est que en alphabet de kanji, en fait, le symbole du riz est composé de deux autres symboles, qui est celui de l'homme et celui de la nature. Et celui de l'homme est au milieu et est entouré de celui de la nature. C'est dire à quel point, pour la japonaise, en fait, le riz était au centre déjà de leur relation avec la nature, puis au centre de leur vie, quoi. Donc, quand on parle de riz, bien sûr, on parle d'habitudes alimentaires. En parlant de repas, en fait, il faut savoir que le régime alimentaire japonais se fonde sur le principe de l'ichiju sansai, qui signifie littéralement une soupe, 3 plats. Donc, à chaque fois, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, vous retrouvez une soupe, un bol de riz et ensuite 3 accompagnements. Donc, du saumon grillé, des condiments, des légumes. Tout ce que vous voulez après, c'est en fonction des goûts de chacun. Et du coup, c'est vraiment super intéressant, je trouve, en fait, de savoir qu'ils font ça comme ça, hein, voilà, qu'à chaque plat qu'ils mangent, il y a du riz, il y a de la soupe. Puis d'ailleurs, on peut même penser aux habitudes alimentaires des bento.
que les Japonais amènent à l'école ou au travail, et qui est d'ailleurs plutôt écologique parce que c'est une boîte que tu réutilises tout le temps, et en plus c'est plus économique parce que tu n'as pas acheté sur place. Donc si vous ne connaissez pas les bento, on vous mettra une photo, mais bon, c'est quand même assez commun dans la culture nippone, quoi. Puis même dans les mangas, dans les films, on en voit souvent. Oui. C'est une culture qui est plutôt répandue du coup. Ouais, qui est plutôt une culture populaire. connue, ouais. Je suis d'accord. Quelque chose qui ne fait pas partie de la culture populaire, c'est l'umami. Est-ce que vous savez ce que c'est? L'umami. Ouais. Oui, Ouais. c'est pas un goût spécial C'est le que cinquième nous, goût. Européens, on connaît pas. C'est un peu la fadeur, c'est le potentiel des 4 autres goûts. Sérieux? Ouais. Oh, vous m'étonnez. La C'est pas parce qu'il y a eu une certaine émission sur le Japon dernièrement, dirigée par Charlotte. Peut-être qu'elle en avait parlé, non? Je crois pas, il me semble pas. Je l'ai vu dans une vidéo qui parlait de saké, moi, au sens où le saké c'était un peu un umami. Le saké était l'umami, et que justement manger le saké allait avec tous les plats parce que l'umami étant le potentiel des 4 autres, et ben voilà. Et ben c'est exactement ça. Franchement, je suis choquée. J'espère que nos auditeurs ne se sentent pas dégradés par le fait que je dise que c'était moins de la culture populaire. Mais j'avoue que moi, par exemple, je ne connaissais pas, et c'est effectivement la 5e saveur. Ce terme japonais signifie à la fois goût et délicieux, et en fait, c'est l'élément qui donne véritablement toute la profondeur au plat. On pourrait presque dire que le sel, en fait, c'est de l'umami. C'est-à-dire que c'est un ingrédient qui va permettre d'accentuer... Ouais, c'est le même principe. Voilà, c'est ça, d'accentuer autre chose qui est vachement connue et vachement répandue, la sauce soya. Et d'après vous, du coup, petite question, c'est fait à partir de quoi la sauce soya? Je sais pas, on dirait un peu un piège. Mais ouais, trop tricky, trop évident. On répondrait de soja, je pense, dis-toi. Ouais, soyons honnêtes, on pense pas à autre chose que soya. Oui, très clairement, en fait. Eh ben non, c'est raté. En fait, la sauce soja, c'est de la torréfaction de blé ou de riz. On avait raison de se méfier du coup. Ou d'avoine. Donc en gros, c'est une sauce faite à partir d'un céréal fermenté. Ok. C'est génial. C'est de la bière, quoi. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et effectivement, c'est un peu le même principe parce que eux aussi vont rajouter un levain qui va agir du coup pour fermenter ce céréal. Donc ouais, c'est un peu de la bière. Tu as totalement raison. Maintenant, je sais pas, on vous dit Japon, aliment forcément qui vous vient à l'esprit, vous dites Le tofu. Ouais, le tofu. Le tofu, pour le coup, ça c'est facile, effectivement, c'est fait à base de soja. Oui. Question pour un champion. C'est ça, je leur ai soufflé la réponse. Non. Et du coup, effectivement, le tofu, c'est fait à base de soja. Et en fait, ce sont des moines bouddhistes qui sont arrivés au Japon avec le tofu. Parce que le tofu était la seule chose qu'ils pouvaient manger qui contenait des protéines, car ces moines bouddhistes étaient végétariens. Donc, ce qui a été aussi répandu durant l'ère Edo comme tradition culinaire japonaise, c'est la tradition des petites boutiques roulantes où les personnes peuvent manger sur le pouce. Et en fait, durant l'ère Edo, c'était un système féodal comme en France, dans le sens où il y avait des cantons, et à chaque canton, il y avait des seigneurs, et ces seigneurs avaient des vassaux, etc., et notamment des samouraïs, les fameux. Et du coup, il y avait ce qu'on appelait des cuisiniers ambulants qui allaient de canton en canton pour faire goûter leur cuisine à chaque seigneurie, à chaque samouraï, etc. Et du coup, c'est devenu les petites roulottes maintenant qu'on peut croiser dans le Japon contemporain. Et c'est plutôt sympathique. C'est ce qu'on appelle de la street food. Et je vous invite vraiment à manger parce que c'est vraiment là, je pense, qu'on peut manger la vraie cuisine japonaise. Ok. Moi, j'ai vu, si je peux juste me mettre en lien, parce que je suis une série d'émissions qui sort toutes les semaines, qui s'appelle... L'Apnix. Non, qui s'appelle l'Apnix. Non, mais Bien d'émissions de cuisine, justement, et des cours de culture culinaire qui s'appellent C'est meilleur quand c'est bon. Donc, c'est des émissions qu'on peut retrouver sur YouTube et sur Facebook. Et en fait, c'est une dame qui a été critique culinaire et qui a fait beaucoup de voyages, et notamment, elle est passionnée par le Japon. Ouais. Et en fait, c'est des petits formats de 3-4 minutes où elle fait découvrir soit des restos en France, soit des découvertes qu'elle a à l'étranger. Et notamment, en fait, elle dit souvent que la vraie cuisine, quand on va dans un pays, il faut la trouver dans la rue. Et que c'est la cuisine de rue, souvent, qui révèle vraiment l'essence de la cuisine d'un pays, parce que c'est là où il n'y a pas de transformation qui a été faite forcément. D'artifice. C'est ça. Et c'est là où la cuisine a été le mieux restituée. Et notamment, c'est une très grande spécialiste du
du saké ou de la cuisine japonaise. Et voilà, donc si ça peut mettre en lien, faire découvrir d'autres choses complémentaires, j'invite à aller voir C'est meilleur quand c'est bon. Totalement. Donc sur YouTube, c'est ça ? Sur YouTube et sur Facebook, ouais. Ils ont une page Facebook. Ok. Je voulais vous partager en fait une expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Puisqu'au début, comme pour l'émission comme pour la dernière émission, en fait, Les Pieds dans le plat, je voulais inviter une personne de mon entourage qui était d'origine du pays en fait duquel j'allais parler. Du coup, je voulais inviter un ami à moi qui s'appelle Wahei Kakino, qui malheureusement n'a pas pu être là. Dommage. Ouais, dommage. En tout cas, j'ai réussi à préparer cette émission grâce à lui, parce qu'il a accepté de répondre à plein de mes questions, etc. Et aussi, j'ai eu la chance d'aller déjeuner chez lui. Et sa femme, déjà, qu'est-ce qu'elle cuisine bien, mon Dieu. Mais surtout, elle m'a fait découvrir plein de trucs. Et c'était vraiment cool, parce que du coup, c'était la première fois que je rentrais vraiment, en fait, dans la culture japonaise en elle-même, quoi. Et plutôt que d'aller dans un restaurant japonais ou quoi que ce soit, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir visiter moi-même le Japon. Bientôt, j'espère. On croise les doigts. Et du coup, je voulais parler de deux petits trucs que sa femme, Yukiko, m'a fait découvrir. Tout d'abord, elle m'a fait découvrir le thé à l'orge. C'est juste extrêmement bon. Ça goûte un peu comme de la noisette, en fait. Ok. Et c'est juste trop bon. Et en gros, il n'y a aucun agent stimulant comme la caféine ou la théine. Mhm. Mais du coup, c'est quelque chose qui peut être bu en fait toute la journée. Et plus tu le fais infuser dans l'eau, plus le goût, en gros, va devenir proche du café. La tradition du thé japonais. Ouais. Après, du coup, la tradition du thé japonais, ça part sur autre chose. Et c'est d'ailleurs super intéressant, parce qu'il faut savoir que le thé au Japon, ça se dit cha ou cha. Et en portugais, le thé, ça se dit chat. C'est fou. Ouais. Et oui, parce que tout ça, en fait, remonte au temps des grandes découvertes. Puis quand ils ont fait leur comptoir à Macao, etc., les Portugais et les Néerlandais étaient les seuls à avoir la chance de commercer avec le Japon. C'est-à-dire que l'Empire français, l'Empire espagnol et l'Empire britannique étaient interdits de commerce avec le Japon. Et du coup, le Portugal a sûrement découvert le thé grâce aux Japonais et du coup a décidé de reprendre exactement le même terme pour parler du thé. Du coup, voilà, c'est super intéressant de faire ce genre de parallèle historique. Je ramène juste une dernière... Je fais des anecdotes à folie, mais ça m'intéresse Vas-y, vachement, la en cuisine vrai. japonaise. Mais en fait, le thé japonais... Les Japonais boivent le thé très très chaud, ils boivent le thé même bouillant. Et en fait, j'avais vu un moment, c'était il y a quelques années, en fait, le ministère de la Santé japonaise et même le gouvernement japonais avait fait des messages, des vagues de prévention hyper larges pour dire aux Japonais de boire le thé moins chaud, parce qu'en fait, ils avaient vu une liaison entre la multiplication des cancers de la gorge et le fait de boire le thé chaud, parce qu'en fait, ça détruisait une partie de leurs cellules au niveau de la gorge et de leur défense immunitaire. Et du coup, ils avaient fait beaucoup de messages de prévention en mode genre arrêtez de boire votre thé aussi chaud parce qu'en fait, ça a des conséquences sur vous. Mais juste du coup, pour terminer sur le thé, effectivement, on dit souvent que le Japon, c'est le pays du thé, mais en fait, c'est la Chine, le vrai pays du thé. Et encore une fois, c'est la Chine qui a importé le théier, ou le Camellia sinensis, de son nom latin, au Japon. Et en fait, la seule, si je puis dire, espèce qui existe de thé là-bas. Enfin, c'est pas vraiment une espèce, parce qu'à chaque fois, c'est la même espèce d'arbre, mais on arrive à distinguer le thé vert du thé noir, du thé blanc, en fait, en fonction du taux de fermentation, ou justement du fait que la feuille ne soit pas fermentée du tout. Et du coup, le Japon ne boit que du thé vert. C'est un thé qui en fait est pas oxydé, car l'oxydation naturelle des feuilles est interrompue par un processus de torréfaction à la vapeur d'eau. Alors que le thé noir chinois, qui vient notamment du Sri Lanka, est du coup oxydé par l'air. Ok. Comme le oolong, qui lui pour le coup est oxydé et en plus est fumé, si je ne dis pas de bêtises. Donc après, on connaît bien sûr tout ce qui est question un peu sacré, du rituel du thé, etc. Et du coup, en parlant de thé, ça me ramène à la super expérience que j'ai eue chez Wahei. Ouais, si tu m'écoutes, j'espère que ma prononciation est bien et que je dis pas de conneries. Mais du coup, quand on a bu ce thé à l'orge,
j'ai eu la chance, en fait, en tout cas, j'ai eu l'honneur de pouvoir goûter des petites pâtisseries qui ont du coup la taille comme ça, d'une pièce de 2 €, comme dirait Jade. Merci Jade pour les mots que je cherche et que je ne trouve jamais. Et du coup, c'est Yukiko qui les a apportés. Et en fait, on m'a expliqué que c'était des wasonbon. Ok. Bon, j'espère vraiment que ma prononciation est bonne. Et qu'en fait, ce sont des petites pâtisseries qui sont faites de canne à sucre. Ok. Donc en fait, c'est que du sucre. Mais je te promets, quand tu le manges, ça a le goût de bon sucre, comme si tu mangeais de la canne à sucre. Mais c'est ça à a quelle pas un texture goût sucré. Et ça a une texture mais tellement agréable. On C'est dirait que ça a mou. été... C'est ni mou, ni... Ça s'effrite dans la bouche et genre ça fond. Et c'est hyper doux. Parce qu'en fait, on dirait que le sucre a été moulu tellement fin que ça part tout seul. Enfin, c'était tellement bon. Et puis, c'est pas sucré. C'est sucré, mais ça n'a pas un goût de trop de sucre, tu vois. Et ça a un bon goût de canne à sucre. Et du coup, là, Wahei m'explique, en fait, que c'est un peu le péché mignon de sa femme. Et que du coup, elle en profite de l'occasion pour les sortir et puis aussi pour me faire goûter parce qu'ils savent que je suis vachement curieuse de ça. Je pense que tout le monde l'aura compris maintenant. On notifie quand même que tu voulais pas manger d'escargot. Oui, mais à la France, c'est pas pareil. Et en fait, il faut savoir que la canne à sucre dont c'est tiré, c'est une canne à sucre qui n'est cultivée qu'au Japon. Ok. Donc vraiment, c'est ça aussi qui en fait toute sa spécialité. Et ce wasonbon a une place hyper spéciale dans la cérémonie du thé. Le thé, si tu le bois bien, tu ne mets pas de sucre dedans. Oui. Comme le café. Hein. Ouais, mais bon, le café, c'est pas pareil. Moi, je suis une puriste du thé. Et Tiffen, si tu passes par là, j'arrête pas de parler de mes potes, tu vois. Ils se reconnaîtront, c'est pas grave. Ouais, exactement. Tiffen, si tu passes par là, la tisane et le thé ne se boivent pas avec du sucre. Parce qu'à chaque fois que je t'invite, tu en rajoutes et je pleure intérieurement. Oh, bon, bref. Et du coup, au Japon, effectivement, tu ne mets pas de sucre dans ton thé. Sauf que le thé matcha ou le thé sencha, qui sont les 2 thés les plus répandus, thé vert, bien sûr, qui sont les plus répandus, en fait, ils sont très amers. Et du coup, pour compenser, tu manges un wasonbon avant. Ok. Et comme ça, t'as pas le goût trop amer du thé après, sans sucrer ton thé. Du coup, en gardant quand même, au final, le goût le plus peut-être pur, si je puis dire. Oui. Donc voilà, il y aurait tellement à dire en fait au niveau du Japon, puis c'est vraiment dérangeant de ne pas pouvoir parler directement avec un japonais comme Wahei. Je pourrais vous parler de tellement de choses, je pourrais vous parler des pâtes de riz, qu'il y en a tellement, je pourrais vous parler de la manière dont on mange avec les baguettes, je pourrais vous parler de tous les aliments un peu bizarres qu'on connaît pas, nous, du tout, qu'on n'a jamais vu. Et il y aurait tellement de choses à dire, mais encore une fois, on est un peu pressé par le temps, ce qui est normal. J'aime me beurrer la biscotte. Et maintenant, passe-moi la rhubarbe et je te passerai le ciné. Donc maintenant, pour ajouter un petit peu de challenge pour Agathe, parce qu'on commence à s'endormir après cette longue émission, cette longue chronique sur le Japon. C'est méchant. On verra. Agathe va devoir nous résumer un livre qu'elle a lu. Quoique t'as raison, en vrai c'était tellement long que Tito est parti. Oui, c'était très long, oui, effectivement. Il a dû aller à son match de tchoukball. Ouais, tchoukball. Donc si vous l'entendez plus, c'est normal. Hein. Voilà, il est pas mort, il va très bien, il est juste plus là. Il est juste au tchoukball. Donc Agathe, pour ajouter un peu de challenge, tu vas devoir nous résumer un livre en moins de 30 secondes que tu as lu et une série en moins de 30 secondes également. Est-ce que tu es prête ? Je mets un chrono, attention. J'espère. Attention. Tu me dis quand c'est parti. Hein. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous présente Le bio au risque de se perdre, qui a été écrit en 2018 par Frédéric Deniez. Frédéric Deniez qui avait déjà en plus écrit un autre livre sur l'alimentation. C'est super intéressant, allez le lire. En plus, c'est tout petit, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, de quoi ça parle ? Ça parle du bio, forcément, c'est dans le titre. Et c'est en gros pour nous expliquer que quand on veut manger bio, on veut manger sain, on veut manger propre et on pense qu'on mange bien pour la planète, mais c'est faux parce que généralement, on a tendance à manger bio qui vient du Mexique plutôt que bio local. Stop.
Voilà, en moins de 30 secondes, parfait. Allez le lire. Vraiment, c'est trop bien. Surtout que du coup, c'est bien parce que je peux pas trop parler et du coup, ça met un peu de suspense. No spoiler. Et maintenant, Agathe, on va passer à la série, donc en moins de 30 secondes également. Je te mets un chrono, t'es prête? Vas-y, je suis chaud. 3, 2, 1, top. Allez, cette fois-ci, c'est encore une série sur Netflix, pour ne pas citer, bien sûr. Cette fois, la série s'appelle Street Food. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, ça fait bien écho à ce que nous disait Titouan tout à l'heure. À chaque épisode, il y a une street food ou cuisine de rue, en gros, qui est présentée. Et il va y avoir la street food japonaise, la street food chinoise, la street food thaïlandaise, etc. C'est vachement sympa. Et on voit vraiment, effectivement, comme disait Titouan, l'alimentation brute des pays. Et c'est trop cool, ça donne envie de manger. Stop. Oh, À chaque fois que tu rentres pile dans les 30 secondes. Ah bah oui. C'est beau, tu t'es bien préparé. J'ai envie de dire, ça rentre toujours. C'est gênant. Quel beauf, quel beauf. Grave, bah surtout que c'est... Enfin... Non, si je me mets un god, tu sais, ceinture, ça peut rentrer chez les autres aussi. Chez les autres, effectivement. Tu Voilà. partages, c'est bien. Exactement, nous sommes toujours dans le partage, surtout dans l'émission Lapnix. Nous pouvons recommencer peut-être à faire une douce voix suave d'ASMR. Du coup, les codes ceinture. Parlons-en. Est-ce que ça rentre dans l'alimentation? Est-ce que manger des codes ceinture est bon pour les ailes? Je suis pas sûre. Ça, en vrai, je le couperai pas. La tête de Wam, je le coupe pas. C'est marrant. Est-ce que vous avez abordé le problème des laitages hollandais? Oui. Oui, ça, ils ont été évoqués durant ce déjeuner de travail. Et je crois que cette fois, monsieur Van Outerbeek a compris. La mimolette ne passera pas! Dis-moi ce que tu ne manges pas, je te dirai qui tu es. À l'échelle individuelle et familiale, toutes les études sociologiques montrent que l'alimentation est le dernier lien à disparaître parmi les populations immigrées. Et souvent plusieurs générations après l'arrivée de l'aïeul dans le pays, tant il est vrai que je suis ce que je mange me transforme. Le manger transmet certaines caractéristiques au mangeur. En conséquence, si je ne sais plus ce que je mange, je ne sais plus qui je suis. Merci pour cette citation. En espérant qu'elle vous aura plu. En espérant. Très bien. Du coup, comme a dit Jade, on vous fait des bisous. Oui, gros bisous à tous. Gros bisous.